Classe de seconde, chapitre 11, le principe d'inertie, exercice d'application, suite. Exercice 10, page 193. On a représenté ci-dessous les forces qui s'exercent sur un ballon dans trois situations A, B et C. Identifiez là où les situations pour lesquelles le système est en chute libre. Eh bien, il faut savoir qu'une chute libre, c'est par définition un mouvement au cours duquel l'objet n'est soumis qu'à une seule force et pas n'importe laquelle, son propre poids. C'est donc la situation B. Dans les autres situations, il y a plus qu'une force, il y en a deux. Donc, situation B, chute libre. Question 2. Le vecteur vitesse du ballon est-il constant ou varie-t-il durant la chute? Eh bien, d'après le principe d'inertie, les forces qui s'exercent sur le système dans la situation B donc, ne se compensent pas, vu qu'il n'y en a qu'une seule. Elle ne peut pas se compenser toute seule, sauf si elle est nulle, évidemment. Donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse varie, que ce soit en direction ou en valeur. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Tout dépend du mouvement à l'état initial, en fait. Si l'objet est lâché, eh bien uniquement la valeur du vitesse va varier, elle va augmenter. S'il est lancé obliquement vers le haut, comme un ballon de volley, eh bien ce sera la direction et la valeur du vitesse qui va varier. En tout cas, l'un des deux au moins. Le mouvement ne sera pas rectiligne uniforme, car les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Principe d'inertie. Exercice 11, page 193. On a enregistré au cours du temps les positions de trois systèmes lors de leur chute verticale. La durée qui sépare deux positions consécutives est constante. Le mouvement est vers le bas avec la flèche bleue. Identifiez là où les situations pour lesquelles le système peut être en chute libre verticale. Eh bien, la chute libre, l'objet, s'il est lancé sans vitesse initiale, va accélérer selon une direction verticale. C'est donc la situation A qui est correcte. Dans la situation B, l'objet est en mouvement rectiligne uniforme, ne correspond donc pas à une chute libre. Et dans la situation C, l'objet ralentit. Réponse A. Exercice 12, page 193. On étudie le mouvement du système sportif plus paddle. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système à différents instants séparés d'une durée constante. Dans quel référentiel le mouvement du système est-il étudié? Bien évidemment, dans un référentiel terrestre. Décrire son mouvement. Le mouvement est rectiligne, ralenti. Rectiligne horizontale, on pourrait préciser, et ralenti. Identifier les forces qui s'exercent sur le système, ces forces se compensent-elles? Donc on peut toujours tout de suite dire qu'elles ne se compensent pas, puisque le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, d'après toujours le principe d'inertie. Quelles sont ces forces? Eh bien, quand on demande de faire le bilan des forces qui s'exercent sur un système, on commence toujours par le poids. Le poids P, qui s'exerce au centre d'inertie du système, c'est un peu complexe de le trouver. Donc, il y a quand même de la matière sur la planche, qui est une masse non négligeable. Donc ça abaisse le centre d'inertie, disons qu'il soit par ici. Le centre noté G en général. Le poids P, vertical vers le bas. Voici le poids P. Quelle autre force? Eh bien, s'il n'y avait que le poids, l'objet tomberait en chute libre. C'est-à-dire que l'eau exerce une force, l'action d'un support, qui est perpendiculaire au support, qui va en fait compenser le poids. Donc je la décale un petit peu pour pas qu'on se chevauche, parce que la force R, c'est une force de contact qui s'exerce entre l'eau et la planche, mais normalement c'est deux forces en même droite d'action. En fait, l'eau exerce une force R sur tous les atomes de la planche. Il y a donc une infinité ou presque de forces R qu'on ne représente que par une seule, la somme de toutes ces forces. De même pour le poids, tous les atomes du système sont attirés par la Terre, mais on ne va pas représenter autant de poids qu'il y a d'atomes. On représente la force résultante, totale. P et R se compensent, il reste une force qui explique le ralentissement du système. Quelles sont ces forces? C'est les forces de frottement. Alors il y en a de deux types. Entre le paddle et l'eau, et entre le système entier et l'air. Donc,
cette force s'oppose, ces forces s'opposent au mouvement, on peut considérer qu'elles n'en forment qu'une seule et représenter les forces de frottement ainsi. Voilà une force F, c'est une force de contact en ce qui concerne les frottements fluides, puisque c'est entre la surface du sportif et l'air. Comme tout à l'heure, il y a une infinité ou presque de forces de frottement, on n'en représente qu'une seule qui est la somme de toutes ces forces. Et si on voulait détailler, il faudrait mettre la seconde entre le centre d'inertie de la planche, une force horizontale qui s'oppose au mouvement. Ici, j'ai fait le choix d'en représenter une seule, qui est la somme des deux en fait. Donc ces forces ne se compensent pas, puisque le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. En fait, P et R se compensent, reste F. Exercice 13. Un tigre en chasse est prêt à bondir vers sa proie. Proposez un référentiel permettant l'étude du mouvement du tigre, comme d'habitude un référentiel terrestre. Le tigre est à l'arrêt, il est soumis seulement à deux forces, son poids P, de valeur 2000 Newton, et l'action R du sol. Donnez les caractéristiques du poids P. Donc le poids a une direction verticale, le sens est vers le bas, et sa valeur est de 2000 Newton ou 2 kN. Question B. Par application du principe d'inertie, déterminez les caractéristiques de la force R. Donc, le tigre est au repos, il est immobile pour l'instant. Les forces qui s'exercent sur lui se compensent, donc R compense P. R va tendre vertical vers le haut avec la même valeur que P. On modélise le système étudié par un point S, schématisez les forces. Voici R qui compense P. Exercice 18, page 194. Appliquez le principe d'inertie. Un skater effectue un saut par-dessus un banc pendant que son skate continue de rouler sur le sol. Avant le saut, le skater et sa planche ont le même mouvement rectiligne uniforme par rapport au sol. On considère que pendant le saut, la planche conserve son mouvement rectiligne uniforme sur le sol. On néglige les frottements dus à l'air et au sol. Décrire la trajectoire du skater et la trajectoire de sa planche lors du saut. Eh bien, le skater va effectuer une trajectoire qu'on appelle une parabole, comme une balle de tennis qu'on envoie en l'air pour faire un lob ou un ballon de volley. Tandis que la planche, si on néglige les frottements, va continuer son mouvement rectiligne et uniforme. Lors du saut, quelles sont les forces qui s'exercent sur le skater? Eh bien, lors du saut, si on néglige les forces de frottement dues à l'air, il n'est soumis qu'à son propre poids. On appelle ça une chute libre, donc un poids P vertical et vers le bas. Les forces qui s'exercent sur la planche, eh bien le poids de la planche, vertical vers le bas, et puis les réactions qui s'exercent sur chacune des roues, qu'on peut représenter par une force unique qui compense le poids P, puisque le mouvement de la planche, si on néglige les frottements, est rectiligne et uniforme. Lors du saut, le skater est-il soumis à des forces qui se compensent? Non, puisqu'il n'y en a qu'une, le poids. La planche est soumise à des forces qui se compensent. Son mouvement est rectiligne uniforme. P et R se compensent, si on néglige les frottements, bien sûr. Pour terminer ce chapitre, je vous propose de réfléchir à l'exercice 3, page 198.